Et si je vous disais que les concepts les plus puissants en développement logiciel se cachent parfois dans un simple jouet? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment un petit canard peut nous révéler un secret de conception logicielle absolument fondamental. C'est la question qui va nous servir de fil rouge. Elle a l'air un peu bizarre, c'est vrai. Mais croyez-moi, sa réponse est au cœur de ce qui fait une bonne conception logicielle. Quelque chose de flexible, de solide et surtout de facile à maintenir. Alors, bienvenue dans l'histoire de Simudoc. Bon, tout commence avec une idée qui a l'air super simple et prometteuse. On veut créer un jeu, un simulateur, avec plein de canards différents qui nagent et qui cancanent tranquillement dans un étang. L'enthousiasme est là, le plan a l'air absolument parfait. Alors, regardons ça de plus près. La première approche est très classique. On crée une super classe, qu'on appelle canard. C'est une sorte de modèle de base, le moule si on veut. Dedans, on met les comportements de base comme cancaner, nager et afficher. Ensuite, chaque nouveau canard, disons le col vert ou le tête rouge, hérite de cette classe, c'est-à-dire qu'il récupère automatiquement toutes ses capacités. Simple, propre, logique, enfin, pour l'instant. Et bien sûr, comme dans tout projet, on veut innover, se démarquer. L'idée fuse, on va faire voler les canards. La solution qui saute aux yeux, c'est simple. On ajoute une méthode volée directement dans la superclasse canard. Comme ça, d'un coup, tous les canards pourront s'envoler. Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et c'est là que notre histoire prend un virage inattendu. Un nouveau besoin arrive. Il faut ajouter un canard en plastique dans le jeu. Et là, d'un seul coup, la belle conception si élégante commence à craquer de partout. Et voilà le cœur du problème. Le canard en plastique, puisqu'il hérite de tout, il hérite aussi de la capacité de voler. Sauf qu'un canard en plastique, eh bien ça ne vole pas, et ça ne cancane pas vraiment non plus, ça couine. Toute la logique de notre simulation vient de s'effondrer. C'est une question un peu philosophique et surtout absurde, mais elle illustre parfaitement le souci. Notre code affirme quelque chose que la réalité contredit complètement. La conception qui nous semblait si parfaite nous a en fait menés dans une impasse logique. Il faut vite trouver une solution. C'est le début d'une longue série de tentatives pour réparer les dégâts. Mais chaque solution rapide, chaque rustine, ne fait qu'ajouter de la complexité et créer de nouveaux problèmes. Le code devient de plus en plus fragile, un vrai château de cartes. La première idée, c'est de bricoler, de patcher le système. On va donc redéfinir les méthodes, en gros, créer des exceptions. Le canard en plastique ne vole pas de souci, on écrase sa méthode volée pour qu'elle ne fasse rien. Il couine, ok, on modifie sa méthode cacaner, mais là on nous demande d'ajouter un canard en bois qui ne vole pas et qui ne fait aucun bruit, et hop, on doit tout recommencer. Ça devient très vite un vrai cauchemar à gérer. Alors, l'équipe a une autre idée. Et si on utilisait des interfaces? Il faut voir ça comme des contrats de capacité. Seuls les canards qui savent vraiment voler signeraient le contrat volant. Sur le papier, ça a l'air beaucoup plus propre, non? Malheureusement, cette solution cache un piège terrible, un vrai cauchemar de duplication de code. Imaginez, si on a 10 types de canards qui volent tous exactement de la même façon, on va devoir copier-coller le même code 10 fois. Et le pire, c'est si on veut changer un tout petit détail dans leur façon de voler. Eh bien là, il faut aller modifier les 10 fichiers un par un. C'est tout simplement ingérable. C'est le moment de la remise en question. Au lieu de continuer à mettre des pansements, il faut changer complètement de perspective. C'est en revenant au grand principe de la conception logicielle qu'une véritable solution va enfin émerger. Le fameux moment Eureka. Et voici le premier principe, il est fondamental. Le problème, ce ne sont pas les canards en eux-mêmes, ce sont leurs comportements qui changent. Le vol, le cacanement, tout ça, ça varie d'un canard à l'autre. La solution, c'est donc de les extraire, de les isoler du reste du code qui, lui, ne bouge pas. On encapsule ce qui varie. Et voilà le deuxième principe, la véritable clé de voûte. C'est un changement total de mentalité. Au lieu de dire qu'un canard col vert est un type de canard, on va maintenant dire qu'il a un comportement de vol. La nuance peut paraître subtile, mais elle change absolument tout. On passe d'une relation d'héritage rigide à une composition beaucoup plus flexible. L'application de ces deux principes nous amène tout droit au héros de notre histoire, le patron de conception stratégie. C'est lui qui va nous permettre de régler notre problème de canard, mais cette fois de manière propre, flexible et élégante. Alors, comment ça marche en pratique? C'est simple. D'abord, on enlève les méthodes volées et canaillées de la classe canard, FIMI. Ensuite, on crée des familles d'algorithmes complètement indépendantes, une pour le vol, une autre pour le cancanement. À partir de maintenant, chaque canard ne fait plus le travail lui-même. Non, il délègue la tâche à des objets spécialisés qu'il possède.
Voilà toute la différence résumée ici. On abandonne cette relation rigide, est-est, typique de l'héritage, pour une relation beaucoup plus souple, A1, celle de la composition. Le canard n'est plus responsable de savoir comment voler, il a simplement un objet qui s'en charge pour lui. Et ce qui est vraiment incroyable avec cette approche, c'est la flexibilité qu'on gagne. Non seulement on peut donner des comportements différents à chaque canard quand on le crée, mais on peut même les changer en cours de route, pendant que le programme tourne. On pourrait très bien, par exemple, donner à un canard un nouveau comportement de vol avec une fusée en plein milieu de la simulation. C'est totalement plug and play. Et voilà la définition formelle. Le patron stratégie, c'est exactement ce qu'on vient de construire. On a défini une famille d'algorithmes, nos comportements de vol et de cancanement, on les a encapsulés et surtout on les a rendus interchangeables. Le client, ici, c'est notre objet canard, et il peut utiliser n'importe quel algorithme de la famille sans même avoir besoin de savoir comment il fonctionne à l'intérieur. L'histoire de Simudeck est plutôt amusante, c'est vrai, mais elle nous enseigne des leçons qui vont bien au-delà de la programmation de canard. Elle nous parle de la valeur immense des patrons de conception dans le développement logiciel en général. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? D'abord que les patrons de conception, ce ne sont pas des formules magiques. Ce sont des solutions testées et approuvées à des problèmes récurrents que d'autres ont déjà résolus avant nous. Ils nous donnent un vocabulaire commun pour discuter de conception, et plus important encore, ils nous aident à créer des logiciels qui peuvent évoluer sans s'effondrer à la moindre demande de changement. En fin de compte, l'objectif, c'est toujours celui-là. Construire des logiciels qui durent, qui s'adaptent et qui sont agréables à maintenir. Et les patrons de conception, comme le patron stratégie, sont des outils absolument précieux pour atteindre cet idéal. Et voilà la question qui reste. Une fois qu'on a compris ce principe fondamental d'isoler ce qui change, on commence à le voir absolument partout. Dans la gestion des systèmes de paiement, dans les algorithmes de tri, dans les mécanismes de validation. La mare au canard, finalement, ce n'était qu'un point de départ.